vous voyez, il y a des choses qui sont intéressantes. Là, cette grande place circulaire, elle est légèrement cuvette. Et donc, par rapport au flux, là, ça nous met, il y a un caractère d'intimité là qui fonctionne bien. Et puis là, quand on est au milieu, là, à la place, on est dans l'axe de la cathédrale. On a l'avenue de la Paix en face, qui s'appelait avenue Adolf Hitler. C'est là qu'on a fait la paix. Et c'est là qu'on a reconstruit la grande synagogue qui a été détruite. Ah oui, c'est symbolique. Rue Adolf Hitler de synagogue. C'est provocateur. La mère patrie qui tient ses enfants, des enfants, deux enfants, français, allemands. La même mère. Et qui date de 1920? C'est le monument mort. C'est après la guerre de 14, le monument mort. Non, c'est plus récent. Ah oui. Parce que je pense ça. Adolphe l'a enlevé. Alors vous voyez là, on a un palais qui est typique comme la Renaissance, presque baroque, avec des gros, on appelle ça le bossage, l'appareillage en bossage. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Florence et qui connaissent le palais Pitti. Oui. Hein, bon, Pitti, les cailloux, là, ici ils sont épais comme ça, mais à Florence ils sont encore plus épais. Mais il y a ce caractère, d'ailleurs, vous voyez les fenêtres avec les claveaux comme ça, très longs qui entourent les fenêtres, vraiment dans l'image du palais Pitti, l'architecture florentine. Encore plus imposant. Encore plus imposant. Ah oui, ça pas l'élégance de ce. Cette place servait depuis 1544 un foyer pour étudiants. Le bâtiment actuel, du XVIIIe siècle, abrite toujours le séminaire protestant, ainsi qu'un restaurant universitaire assez réputé. C'est à Strasbourg que les écrits de Martin Luther furent publiés en 1520. La ville fut une des premières à adopter la réforme et cette nouvelle foi combattue en France par les catholiques. La ville de Strasbourg, ouverte très tôt à ces nouvelles idées, exerça une influence importante sur le protestantisme. Derrière le chapitre Saint-Thomas, vous apercevez les tours massives de l'église Saint-Thomas. Au 7e siècle, des moines irlandais fondèrent à cet endroit un monastère. L'édifice actuel, de style roman, a été construit entre le XIIIe et le XVIe siècle et fait figure de cathédrale du protestantisme en Alsace. Il y a un peu plus de 50 ans, s'affleurait bon le cacao par ici. Sur votre gauche, le bâtiment massif qui jouxte le pont abritait durant le XIXe siècle et jusqu'à la fin des années 60 les locaux d'une grande chocolaterie, la chocolaterie Schall. L'eau de la rivière fournissait non seulement la puissance nécessaire au fonctionnement des machines, mais était aussi indispensable au refroidissement du chocolat. À gauche, le quartier du Finvillers. Durant des siècles, de nombreux pêcheurs habitaient dans ce quartier champêtre traversé de petits bras d'eau avec des jardins et des pâturages. On y trouvait des moulins à eau, évidemment. L'un d'entre eux, le Würzmühle, était utilisé pour moudre les épices, ces épices qu'on retrouve dans le vin chaud des Bredle, les petits gâteaux de Noël. Nous pénétrons à présent dans le quartier de la Petite France, le plus pittoresque de Strasbourg, qui avec ses canaux et ses colombages conserve le visage médiéval de la cité. Ce vieux quartier doit son nom à la syphilis, maladie honteuse que les soldats du roi de France importèrent à Strasbourg au XVe siècle. Face à l'épidémie, les malades étaient recueillis dans une maison du quartier nommée Zum Französel, chez le Français, devenue Petite France par la suite. Toujours est-il que ce nom finit par s'étendre à tout le quartier. Jusqu'à la place Broglie en passant par celle de l'Homme de Fer.
La seule trace qui en subsiste, c'est cette arche de pierre qu'on voit dans le mur à droite. Après la maison des tanneurs, la maison de Goethe, sur votre droite. En 1770, le grand poète allemand vint en effet étudier à Strasbourg. Et c'est à cette époque qu'il vécut sa plus belle histoire d'amour avec Frédérique Brion, fille d'un pasteur alsacien. Pont qui tourne. Bernard, t'as le pont là, le pont qui tourne, le pont tournant, comme à Celle. Tu le vois? Sur le quai, on remarque ce qui est certainement le plus beau platane de la ville, parmi les branches duquel se trouvait, paraît-il, une terrasse au milieu des années 1800. À cet endroit, l'île se sépare en plusieurs bras. Face à vous, le barrage Vauban. Lorsque Louis XIV annexe Strasbourg en 1681, il exige, pour protéger ce lieu stratégique, la construction de fortifications qui renforceront l'enceinte médiévale. Cet ouvrage, témoin de l'enceinte disparue, est signé Vauban, grand architecte militaire du souverain. Il s'agit en fait d'une écluse de fortification, dont l'abaissement des ventelles permettait d'inonder le front sud de la ville en cas d'invasion. Le remblai de terre sur le dessus date de la guerre de 1870 pour résister aux feux d'artillerie. Depuis la terrasse, la vue sur la ville est imprenable. Sur votre gauche, l'ancienne commanderie des chevaliers de Saint-Jean, construite au XIIIe siècle. En 1520, le bâtiment est aménagé en hôpital pour malades de la syphilis, puis devient une prison en 1734, fonction qu'il occupera jusqu'en 1988. En
1994, c'est l'ENA qui s'installe ici, la très prestigieuse École nationale d'administration qui forme les hauts fonctionnaires et les futurs dirigeants du pays. Non, parce que on m'a dit. Dans le bras de l'île qui ceinture le nord de la grande île, appelé Fossé du Faux-Rempart. Un nom qui rappelle que depuis le XIIIe siècle s'élevait ici, au milieu de l'eau, une levée de terre surmontée d'un mur crénelé. Ce rempart devait renforcer la défense de la ville en doublant les fortifications qui longeaient alors toute la rive droite. Cette étrange muraille fut supprimée en 1831 et le canal ouvert à la navigation en 1840. Le pont national, qui se prolonge à gauche par la rue du Faubourg National, empruntée par le tram. À la fin du XIXe siècle, un tramway circulait déjà dans cette rue. D'abord tiré par des chevaux, la vapeur était alors interdite en ville, puis électrifiée à partir de 1895. À droite, l'entrée de la Grand Rue, axe historique de la ville, qui emprunte le tracé de l'ancienne voie romaine qui reliait jadis Saverne à Strasbourg. Cette église surmontée d'un minuscule clocher, l'église des Chevaliers de Saint-Jean, est demeurée bien ancrée ici depuis 1477. À l'arrière, le quartier gare était au XIXe siècle essentiellement un quartier industriel où cohabitaient usines, entrepôts et ateliers d'artisans. Non loin d'ici, on construisit même en 1838 une usine à gaz qui permettait notamment d'éclairer la ville avec quelques 360 réverbères. Alors qu'on avait ce filtre, une jubée, et très souvent, là on le voit avec les restes du jubé de Strasbourg, ce jubé était un support de statuaire de toute beauté, parce qu'évidemment, vous avez que ce soit pour avoir le meilleur, et puis le jubé de Strasbourg, c'était les statuaires des années du début, la grande période. Alors, ce jubé en fait n'a pas été détruit parce que cet édifice a joué le rôle de simultanéa, c'est-à-dire à la fois la partie orthodoxe, comme vous voyez l'iconostase, c'est un support d'image, iconostase, mais avec les portes qui s'ouvrent qui ça, et puis la liturgie qui tourne autour, qui est de derrière, devant, derrière, devant. Et c'est la même chose, c'est l'équivalent. Et ça a été remplacé. Du seuil, là où il y a la marche, oui. C'est l'emplacement. D'accord. Et il y avait les moines qui étaient derrière. Voilà. La séparation. Mais après, dans des églises, c'était remplacé par la barre de communion. Oui, la table de communion, là où on s'agenouillait pour ça, c'était la grille, c'était la trace, limite.
qui matérialisait le sanctuaire de la partie réservée aux fédés. Et le nom de Jubé, ça vient de Jubé on donne pour l'équipe complet, la Jubé. Je ne trouve plus la première phrase des complis, Jubé de Chéré, là. Et le chantre lançait ce chant à partir du Jubé. C'est ce qui a donné le nom Jubé. Ici, plus tard, parce que c'est un Jubé là, qui est, je crois que c'est 14e, les peintures qu'on a dessus, on voit 1620, sont des peintures baroques là, avec la représentation des évangélistes, hein, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Jean, Saint Luc au milieu, oui. Et là-bas, on a la représentation du suaire et du voile de Véronique. Là. Et donc ça, c'est des premières moitiés 17e. Là, on est dans la peinture. Enfin, l'agitation qu'on a déjà dans le baroque avec la tradition clair-obscur. Mais oui, je pense que c'est Lorman qui a été placé sur le Jubé, qui participe aussi de cette coupure entre les deux confessions. Voilà. Donc une chose qui est assez étrange aussi, c'est qu'on a un concept qui est placé bizarrement. Et puis on a des parties romanes très anciennes avec la tour qui est derrière, mais ça c'est plutôt un gothique tardif. Alors ce que j'appelle le gothique tardif, ça correspond à ce qu'on appelle aussi le gothique flamboyant en France, parce qu'en France, c'est un gothique qui est souvent très chargé. Alors quelquefois aussi dans les pays de l'Est d'Europe, comme quand on a vu le portail Saint-Laurent hier soir, où il y a des éléments coupés comme ça, c'était très, très compliqué. Mais on trouve aussi le gothique tardif plutôt dans les pays germaniques qui se caractérise par une architecture extrêmement dépouillée, et notamment par le fait, par exemple, qu'on n'a pas de chapiteaux. Vous voyez les arcs pénètrent comme ça directement dans les piliers. Et on voit un petit peu partout. Donc c'est une construction qui est extrêmement dépouillée. Et puis on ne trouve plus, vous voyez comment les choses évoluent. Il n'y a plus cette insistance de la suppression du mur que j'expliquais pour le gothique à maturité là, du XIIIe, comme on a à la cathédrale, parce que là on retrouve du mur, on retrouve certaines fermetures en fait, et quelque chose d'extrêmement dépouillé d'un point de vue structurel. Donc, ça c'est ce qu'on observe dans l'architecture gothique du XVe, parce que là moi tout ça je le mettrais au XVe. Et donc d'un point de vue, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue perception, c'est que le gothique, comme à la cathédrale, où le bâtiment manifeste les charges qui descendent dans le sol, vous avez les arcs qui sont repris par les chapiteaux, tout ça, il y a vraiment une lisibilité, une lecture de ces descentes de charges. Et quand vous êtes, au contraire, dans ce gothique du XVe, où on n'a plus ces éléments de coupure qui donnent ces interruptions dans la continuité des lignes, eh bien, on a plutôt l'idée inverse, c'est l'idée, qu'on pourrait dire, d'arborescence. Et c'est surtout, alors c'est pas très lisible ici parce qu'on n'a pas toutes ces colonnettes qu'on avait, mais c'est comme si vous partiez du sol et que vous ayez un jaillissement comme ça. Et c'est une perception qui est inversée. On a plutôt l'impression d'être dans une forêt avec ce branchage qui se déploie, alors que dans le début du gothique, on est plutôt dans la structure des reports de charge où les choses descendent. Enfin, ça, c'est un peu une interprétation que je fais comme ça, mais moi, je le ressens comme ça dans cette manière de percevoir les lignes de force. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire un petit tour dans le... Donc, il y avait... La simple colonnette avec le coussinet qui s'élargit. Et donc, il était
très mauvais état au 19e. Il a été restauré, complété par des éléments d'origine. Oui, parce que ça, par exemple, ça c'est un élément qui est très neuf. Il y a des choses qui sont neuves. Par contre, ça c'est l'origine. Ça c'est une pièce ancienne. Ah oui, on voit bien ce qui est ancien. C'est ça. Donc c'est un élément, c'est un chapiteau qui s'élargit pour reprendre l'épaisseur du mur à partir de la dimension de la colonnette. Très chouette. Et ce qui est bien, je trouve, c'est d'avoir remis en place de la verdure, parce que c'était complètement à l'abandon, le milieu, là. Ils ont remis cette petite allée de pluie. C'est chouette quand il y a un contraste entre la verdure et la verdure, oui, alors là, quand on a le soleil qui arrive dedans, c'est magnifique. C'est comme ça. Là, une partie gothique. Une partie Gothique. Ah oui. Alors, tous les marques de tâcherons, là, ça c'est des signatures de sculpteurs. Se faire payer. C'est ça. De temps en temps, on avait des surprises. Ils étaient pas payés. Voilà, donc tout ça a été bien restauré récemment. Je vois que même les tâcherons, tout ça c'est bien. Tout ça a été très très abandonné. Respecte pas déplacer cette ligne Kléber. Donc la place Kléber, alors on a des choses très variables. Alors le 18e français avec le Kléber. Et on a par exemple la maison la plus étroite de Strasbourg. Il y a 2 fenêtres de largeur. On voit bien le bloc à l'angle. Celle de gauche, c'est mon droite. Je tape pas toi.